Alors, chers internautes de Delta 221, nous voilà au terme de cette cérémonie de grand échange sur les questions économiques, la souveraineté monétaire, conditions de faisabilité et de mise en œuvre de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Donc, ces thèmes-là ont été développés par le docteur Ndongo Sylla, économiste, le professeur Thierno Thioune, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et le professeur Cheikh Tidiane Ndiaye, professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous allons incessamment voir la coordonnatrice pour voir les tenants et les aboutissants de ces échanges qui ont été faits tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis Ndongo Sylla, économiste du développement sénégalais. Alors, vous faites partie des panélistes de cette conférence organisée par Michel sur la souveraineté monétaire et les conditions de faisabilité et la mise en œuvre d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Pouvez-vous nous donner votre point de vue sur ce sujet? Bon, le projet de monnaie unique CEDEAO remonte à 1983. Et donc, ça a traduit le souci d'intégration des pays africains, notamment en fait en Afrique de l'Ouest. Mais le projet a été reporté, le lancement du projet à plusieurs reprises. Et donc, moi, ma présentation a consisté à dire, en fait, il y a un problème de volonté politique. Parce que l'intégration monétaire, c'est un projet constitutionnel. C'est-à-dire, on essaie de changer nos manières, en tout cas, de faire sur le plan économique, monétaire et même politique. Parce que quand on abandonne sa monnaie nationale pour une monnaie unique, en fait, on perd en souveraineté. Souveraineté budgétaire, on perd en souveraineté politique parce qu'on n'a plus le choix en fait en matière budgétaire parce que les décisions vont être prises au niveau fédéral, etc. Donc c'est un choix politique important. Et donc quand vous n'avez plus votre propre monnaie, en fait, vous n'avez plus d'indépendance financière. Et donc là, en fait, l'approche qui a été retenue, c'est l'approche dite avec les critères de convergence nominale. Et on voit que ça ne marche pas. Parce que tant qu'on souscrit à cette approche, bon, tous les 7 ans ou 10 ans, ils vont reporter parce que tous les pays ne seront pas prêts. Donc il y a un problème de volonté politique, il y a un problème d'approche. Et même si la monnaie unique CEDEAO venait à voir le jour, elle ne serait pas nécessairement bénéfique au peuple. Parce que cette monnaie s'inspire de l'expérience de la zone euro. Et maintenant, on a beaucoup d'enseignements depuis la crise de 2007-2008 sur en fait, les limites de la zone euro comme construction monétaire. Donc la question finalement consiste à dire, si nous voulons vraiment l'intégration monétaire en Afrique de l'Ouest ou au niveau continental, est-ce que nous sommes prêts à franchir le pas du fédéralisme politique? Si nous ne sommes pas prêts, on n'aura pas une monnaie unique qui marche pour le peuple. Si nous sommes prêts, tant mieux. Mais il n'y a pas de volonté politique. Entre-temps, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. C'est-à-dire que pourquoi commercer, disons en dollars ou en euros? On peut avoir un système de paiement africain qui permette d'échanger entre nous sans passer par le dollar et l'euro et limiter les coûts de transaction. On appelle ça l'Union africaine des paiements. C'est possible. On peut avoir un fonds monétaire africain où nous pourrions mettre une partie de nos réserves de change et exercer une forme de solidarité. On pourrait avoir une banque africaine qui serait la nôtre, où 100% des actionnaires en fait seraient africains et qui financerait des projets industriels. On peut avoir des plans pour avoir l'autosuffisance énergétique et alimentaire. Parce que si vous n'avez pas ces deux piliers, autosuffisance alimentaire et énergétique, vous ne pouvez pas avoir de souveraineté économique monétaire. Parce que quand vous avez un choc extérieur, ça va se transmettre à travers le régime de change, entre le taux de change qui se déprécie et vous allez avoir de l'inflation importée. Mais quand vous avez ces deux piliers, si vous avez un choc extérieur, vous pouvez d'une certaine manière avoir une certaine résilience parce que vous ne dépendez pas des prix extérieurs pour cela. Donc il y a des choses que nous pouvons faire concrètement. Mais dire qu'on va aller vers une monnaie unique sans qu'il y ait de volonté politique, ça nous retarde depuis 1983. Et donc moi je propose quelque chose, une voie médiane en attendant que les peuples et les dirigeants soient prêts pour le fédéralisme politique. Mais est-ce que aussi les tensions politiques ou bien les crises que l'on a eu à constater dans l'Afrique subsaharienne ne militent pas un peu pour le ralentissement de cette monnaie unique aussi? Oui, d'une certaine manière, on a beaucoup de crises. Mais là, c'est-à-dire que Cheikh Anta Diop disait que la sécurité précède le développement. La chose la plus importante, c'est de pacifier le continent. Moi, j'ai fait une recherche récente. En Afrique, depuis l'invasion de la Libye par l'OTAN, l'Organisation unitaire de l'Atlantique Nord, il y a eu 19 coups d'État militaires réussis en toute l'Afrique. Les 15 sont intervenus entre les pays du Sahel et l'Afrique du Nord. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas la sécurité, vous n'avez pas de stabilité économique, vous n'avez pas de développement. Donc ça, c'est aussi important que la souveraineté monétaire. Sinon, plus important, c'est la base. Mais quand vous êtes dans ce contexte de crise, comme avec les pays de l'Est ne vont pas joindre la CEDEAO. Alors que les pays de l'AES, moi je ne défendrai pas une monnaie nationale pour les pays de l'AES. Je ne défendrai pas.
Parce que c'est des pays qui doivent émerger d'une situation très difficile. Donc ces pays devraient se mettre ensemble. Mais dans le cas du Sénégal, je défendrai une monnaie nationale parce que le Sénégal peut avoir une monnaie nationale. Quelles sont ces conditions pour arriver à une monnaie nationale? En fait, il n'y a pas une condition. Tous les pays du monde ont leur propre monnaie nationale, sauf les pays CFA, les pays de la zone euro. C'est ce que j'ai montré. Donc la norme, c'est d'avoir une monnaie nationale. Nous, le CFA nous handicape parce que nous n'avons pas les contrôles sur les taux d'intérêt, nous n'avons pas les contrôles sur le taux de change, nous n'avons pas le contrôle sur le volume de financement. Et donc, d'une certaine manière, hier, la stratégie de développement a été annoncée, mais l'État n'a pas les instruments de sa politique. Parce qu'un État doit pouvoir avoir une certaine indépendance financière. Et c'est ça, c'est le rôle que joue la Banque centrale. Mais nous n'avons pas une Banque centrale de développement. Elle n'est pas au service des États, elle n'est pas au service du développement. Donc la question finalement, que ce soit une monnaie nationale ou une monnaie unique, la question c'est quel est le rôle que cet instrument qu'est la monnaie doit servir. Et dans tous nos pays, ce n'est pas seulement les pays CFA, la monnaie est au service d'intérêts privés et autres, pas au service de l'économie et de la population. Donc c'est fondamentalement la question qu'on doit se poser. Quel est le rôle qu'on va faire jouer à la monnaie? Dans le cadre de quel projet économique, quel projet social? Mais pour l'instant, dans le cas des pays CFA, nous on a dit qu'on a une monnaie pour la métropole et les intérêts étrangers. Dans des pays comme l'Afrique du Sud, nous avons une monnaie pour le 1% le plus riche. Donc chaque pays fait ses choix. Mais en Afrique, dans tous les pays, la monnaie n'a pas été utilisée pour le bien-être économique. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est celle-ci. Quel processus on devrait utiliser pour véritablement qu'on ait une monnaie unique, mais notre propre monnaie? Avoir une monnaie unique? Voilà. Monnaie unique? Monnaie unique. Pour l'Afrique de l'Ouest? Voilà, oui, mais ça, on en a parlé. C'est une question de volonté politique. Le professeur Ababakar Seydidien l'a expliqué. Dans le cadre de l'Allemagne, la RFA, et bon, l'Allemagne de l'Est, il a fallu une option de choc, rapidement, option politique, et des transferts fiscaux massifs pour réaliser cela. Mais nous, on a dit qu'on suit les critères de convergence. Les critères de convergence, c'est quoi? C'est des règles que l'Allemagne a mises en place pour se dispenser de toute solidarité vis-à-vis des pays de la zone euro. Et nous, on reprend ça mécaniquement pour dire que ce sont les conditions de notre intégration. Ça ne marchera pas parce que depuis qu'on a adopté ça en 1999, on ne fait que reporter l'échéance. Et donc, soit on a une approche politique claire de solidarité, soit ça va être des déclarations en 2027. On va reporter. La monnaie unique CEDEAO ne jouera jamais le jour en 2027. J'avais été dans une réunion d'experts en 2019 et je leur avais dit qu'il n'y aura pas de monnaie CEDEAO en 2020. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On m'a dit que ce n'est pas la question du jour. Et donc ça va se reporter, ça va revenir. Mais en attendant, il y a des choses qu'on peut faire. On peut limiter les coûts de transaction en ayant une Union africaine des paiements. On peut avoir des stratégies industrielles au niveau régional. On peut avoir un fonds monétaire africain. Et le jour où les peuples seront prêts, ils vont pousser leurs dirigeants à aller vers le fédéralisme politique. Donc ce n'est pas une question d'être extrême. L'option monnaie unique CEDEAO, c'est extrême. Parce que le Nigeria pèse 2/3 du PIB de l'Afrique de l'Ouest. 50% de la population. 2/3 de l'industrie en Afrique de l'Ouest. Donc si vous avez une politique monétaire, elle va refléter la conjoncture du Nigeria. Et depuis un an, vous avez vu la monnaie du Nigeria s'est dépréciée. Les taux d'inflation sont de 30% et quelques. Donc si on avait adopté l'éco en 2020, on serait tous dans une situation vraiment très difficile parce qu'on aurait suivi le Nigeria. Est-ce qu'on veut ça? Au nom d'un panafricanisme abstrait. Donc nous devons être sérieux dans notre démarche. Ce n'est pas parce que nous voulons ceci que nous devons le faire absolument. Moi, je suis contre la monnaie unique CEDEAO telle qu'elle a été formulée. Mais en tant que panafricaniste, bien sûr, je ne suis pas contre une monnaie unique africaine. Mais il faut des conditions. Le fédéralisme, Kroma l'a dit, Cheikh Anta Diop. Pourquoi nous ne le suivons pas? Mais nous suivons les Européens. Professeur Essa dit qu'il faut une révolution réelle. Ce n'est pas une révolution. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la base. C'est quoi la monnaie? La monnaie, c'est un instrument que l'État utilise pour déplacer des ressources. Mais nous, ce qu'on fait, on émet la monnaie pour essayer de déplacer les ressources des autres. Et donc, quand vous faites ça, votre monnaie n'a pas de valeur. Et ce qui fait que nos monnaies n'ont pas de valeur, mais est-ce qu'on dépense la monnaie pour que nos jeunes travaillent? On ne fait pas ça. Et donc, du coup, il faut comprendre à la base ce qu'est la monnaie. Ce n'est pas un instrument d'échange. C'est un instrument de souveraineté. C'est à partir de cet instrument de souveraineté qu'il devient instrument d'échange. Parce que l'État garantit sa valeur d'une certaine manière. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Moi, je me dis que le jour où les populations africaines, pas les intellectuels, parce que les intellectuels peuvent avoir leurs propres intérêts, comprendront ce qu'est la monnaie, on aura la vraie révolution. Pourquoi? Parce que ces populations comprendront que lorsqu'elles n'ont pas d'eau potable, que les jeunes ne travaillent pas, que les enfants ne vont pas à l'école, ce n'est pas dû au reste du monde, aux autres. C'est des choix politiques. Parce qu'on ne peut jamais manquer de monnaie pour tout ce qu'on peut faire soi-même. Keynes avait l'habitude de dire what we could do, we could afford. Tout ce que nous pouvons faire nous-mêmes d'un point de vue technico-matériel, nous pouvons le faire nous-mêmes et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons financer. Ça, c'est important. Tout ce que vous faites vous-même,
c'est vous-même qui pouvez financer. Quand les autres viennent vous donner de l'argent en monnaie étrangère, cet argent en monnaie étrangère, c'est des écritures. Donc ça reste dans les comptes des banques. Et donc l'argent de l'étranger sert à payer des choses à l'étranger, pas pour l'intérieur. Nous, Africains, nous disons, nous n'avons pas d'argent. Les autres disent, d'accord, vous n'avez pas d'argent. Nous, on a de l'argent, donc ils créditent des chiffres, rien que des chiffres, et on leur donne pétrole, gaz, etc., uranium, tout ça, ils prennent. Et donc, nous, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Donc, vous achetez des choses, c'est nous. Donc, nous, ce modèle-là, ça ne nous développe pas, ça nous sous-développe. Et c'est ce que nous continuons de faire. Maintenant, nous devons créer de l'argent, et c'est très facile. Et comment l'argent est créé? L'argent est créé par le processus parlementaire lui-même. Ça, il faut le comprendre. Parce que l'argent, comme je dis, c'est les écritures. Et donc, quand le Parlement valide le budget, aujourd'hui, on va dépenser 100 CFA. Donc, c'est quelque chose de légal. Et donc, les parlementaires peuvent dire que la Banque centrale est tenue de créditer le budget de l'État. On crédite les 100 et après, on estime qu'il y aura peut-être 95, peut-être qu'il y a 94 qui viennent. Et donc, 100 moins 94, c'est 6. Donc, ça, c'est le déficit. Il a déjà été financé. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. Il y a des technologies, etc. Vous en avez besoin, les ordinateurs, tout ça. Mais vous avez des exportations. Vous exportez du pétrole, gaz. Vous devez planifier ça judicieusement. Acheter des tracteurs, etc. Les ordinateurs dont vous avez besoin, les technologies. Mais pourquoi acheter des jets privés, des champagnes, etc. Et donc ça, c'est la politique industrielle. Donc ça veut dire que si on a une autre approche qui part du fait que nous n'avons pas besoin de monnaie étrangère pour ce que nous pouvons faire, nous pouvons en fait cerner nos besoins en monnaie étrangère et avoir les importations dont nous avons besoin sans trop nous endetter. Donc c'est cette voie qu'il faut. Mais pour ça, il faut comprendre ce qu'est la souveraineté monétaire, ce qu'est la monnaie. Moi, j'ai été au Brésil récemment à Rio, parce que bon, le Brésil a appelé le G20. Ils ont une banque nationale de développement, BNDES. Cette banque, les actifs qu'elle gère, c'est supérieur à la Banque mondiale. Donc si un État veut se développer, l'État doit avoir ses propres instruments. Là, on a lancé hier la stratégie, mais il n'y a pas les instruments. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas votre monnaie, parce qu'il y a des prix que l'État doit contrôler. Le taux d'intérêt. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez avoir 7% de croissance économique, et le taux d'intérêt c'est 8 ou 10%. La dette ne sera pas soutenable. Le taux de change, vous devez le contrôler. Vous avez vu que là, à chaque fois, les États-Unis disent « Oh, la Chine manipule, etc. » Ce taux de change. Parce que si le taux de change est trop fort, vous n'exportez pas. Et vos paysans, etc., vos industriels perdent. Et c'est ça le CFA. Donc vous devez contrôler, souveraineté monétaire. Et aussi les salaires, vous devez contrôler. Parce que les gens doivent avoir du travail. Parce que comment allez-vous vous industrialiser? Les policiers parlent d'industrialisation, mais qui va acheter vos produits? Les gens n'ont pas le pouvoir d'achat. Donc il faut leur donner le pouvoir d'achat. Et si votre taux de change est surveillé, mais personne ne va acheter à l'extérieur parce que c'est surveillé. Donc il y a un ensemble de prix qu'il faut contrôler. Et tout ça est lié à la souveraineté monétaire. Maintenant, vous avez le choix entre au niveau national et au niveau fédéral. Mais si les gens ne veulent pas du fédéralisme, mais mieux vaut rester au niveau national et avoir des politiques cohérentes. Le Maroc a sa propre monnaie. En fait, tous les pays africains ont leur propre monnaie, sauf les pays de la zone CFA. Est-ce que quelqu'un va dire qu'il y a un pays CFA plus développé que le Maroc? Est-ce qu'on a une seule banque dans les pays de la CFA qui s'exporte à l'étranger? Il n'y en a pas. Parce que le système a été créé comme ça. Donc, si vous n'avez pas les instruments financiers, monétaires, aucun développement n'est possible. Les gens tournent en rond. Professeur, est-ce que vous ne pouvez pas avoir des contraintes à l'échelle micro si vous décidez de faire votre propre monnaie? Qu'est-ce que vous appelez les contraintes contre micro? Des difficultés au début. Non, en fait, la monnaie, c'est un instrument. Je dis, tous les pays du monde, je l'ai montré dans un graphe. Plus de 93% de la population mondiale vit dans un pays qui émet une monnaie nationale. Donc les unions monétaires sont l'exception historique parce que le principe c'est un État, une monnaie. Il n'y a que nous qui disons, mais c'est quoi les préalables pour une monnaie? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Donc la question c'est, cet instrument doit servir à quoi? L'UEMOA par exemple pourrait être réformé dans un sens fédéraliste, pour changer le mandat de la Banque centrale. Mais ça, bon, nous on est sous tutelle française, donc ça ne marchera pas. Le Maroc était dans la zone franc, l'Algérie, la Tunisie, le Vietnam. Tous ces pays sont plus développés que n'importe quel pays de la zone CFA. Donc ce sont des choix politiques. Ce ne sont pas à nous, économistes, de dire que, voilà, de décider. Nous pouvons juste montrer les options. Mais tous les pays qui sont sortis du CFA, je veux dire que les pays sérieux, mais ils sont dans une situation beaucoup plus enviable que n'importe laquelle. Je veux dire, la Côte d'Ivoire est plus riche en 1978 qu'elle ne l'est actuellement en termes de revenus réels par habitant. Oui, et donc, voilà, c'est la même chose pour la Grèce, parce que c'est comme ça que fonctionnent les unions monétaires. Moi, je ne suis pas contre, mais il faut être sérieux, avoir les critères qu'il faut, pour y aller et pour que ça marche pour les peuples. Moi, quand je vois les jeunes prendre les pirogues, ça me fait mal. Parce que je me dis que ça, ce sont des choix politiques. Parce que s'ils avaient une bonne compréhension de la monnaie, ils auraient pu créer des emplois pour ces jeunes. Mais ils vont toujours dire que nous n'avons pas la monnaie. Là, vous avez des jeunes qui partent, qui prennent les pirogues, et le gouvernement dit qu'il va réduire les dépenses. Parce que c'est ça qu'il a convoqué avec les FMI. Mais on ne s'en sortira pas. Donc, comprendre la monnaie, c'est capital. Comprendre comment fonctionnent les banques, c'est capital. Les banques, quand elles vous prêtent de l'argent,
ce n'est pas une épargne qu'elles prennent, c'est de la création monétaire ex nihilo. Donc ça veut dire que tant que vous avez des projets bénéfiques, le système financier domestique pourra toujours financer ça. Vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour ça. Mais il faut le comprendre. Mais nous prenons des dettes. Vous savez qu'entre 2024 et 2028, ce pays devra payer un service de la dette de 15 000 milliards. Vous vous rendez compte? 15 000 milliards entre 2024 et 2028. Donc, quelle prospérité voulez-vous que nous ayons? 15 000 milliards. De 1960 à 2017, le service de la dette par année n'a jamais dépassé 300 milliards. Mais là, en 4-5 ans, vous avez 15 000 milliards. Comment vous allez vous en sortir? Vous pouvez faire des plans, dire des choses, vous n'avez pas les instruments. Oui, nous avons abordé la question des chocs monétaires pour voir un peu leur nature. Comment les pays qui appartiennent à une même zone monétaire, en tout cas, ressentent de manière différenciée ces chocs. Parce que c'est vrai, l'ensemble des analyses en général sont en tout cas, entre. C'est-à-dire, regarder comment les pays devraient aller vers une union monétaire. Mais nous avons voulu montrer, en tout cas les unions monétaires qui sont déjà établies, comment ces pays qui appartiennent à ces zones ressentissent, allaient ressentir ces chocs. Et nous avons trouvé qu'aujourd'hui, dans la zone franc africaine, il y a ce qu'on appelle une asymétrie de ces chocs, en tout cas dans sa globalité. Mais si vous prenez les unions monétaires individuellement, notamment l'UEMOA et la CEDEAO, vous voyez, la CEMAC a une certaine vulnérabilité par rapport au choc monétaire comparativement à l'UEMOA. Qu'est-ce qui fait cela? C'est qu'aujourd'hui, pour les pays de la CEMAC, en général, c'est des pays avec des structures économiques pas très articulées, alors que pour les pays de l'UEMOA, en tout cas, c'est moins le cas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est bon d'aller vers une union monétaire, mais également, il faudra voir les coûts et les avantages, en tout cas, de se mettre en union monétaire. Alors, c'est le professeur Cheikh Tidiane Ndiaye. Donc, j'avais travaillé sur l'union monétaire en Afrique de l'Ouest, une analyse macroéconomique des chocs. Alors, il s'agissait un peu d'analyser et d'évaluer l'impact de la variabilité des chocs mondiaux, régionaux et domestiques sur les PIB des pays de la CEDEAO. Alors, les résultats auxquels on a abouti, est que ce sont les chocs domestiques qui prédominent dans le cadre de nos pays. Et quand les chocs domestiques dominent, ça signifie que nos pays ne sont pas encore prêts pour mettre en place cette monnaie unique. Alors, on s'est rendu compte que pour que nos pays puissent mettre en place, réussir la monnaie unique, qui est l'éco, il faudrait que les chocs régionaux l'emportent sur les chocs mondiaux et les chocs spécifiques. Et les résultats ont montré que ce sont les chocs spécifiques qui l'emportent largement. Alors, il y a deux options que nous mettons sur la table. Est-ce qu'il faudrait, eu égard aux résultats que nous avons obtenus, qui stipulent que nos pays ne sont pas encore prêts pour lancer la monnaie éco, est-ce qu'il faudrait continuer à attendre jusqu'à ce que tous les pays remplissent les critères de convergence et mettre en place l'éco, ou bien mettre en place l'éco et ceci pourrait accélérer le processus d'intégration économique. Donc, en tant que chercheur et panafricaniste, je militerai pour la deuxième option, c'est-à-dire ne pas continuer à attendre et lancer l'éco. Et ensuite, cette monnaie commune allait aider nos pays à résoudre les problèmes économiques auxquels ils seraient confrontés, mais également de se prémunir d'autres mécanismes de stabilisation qui allaient les protéger contre les chocs extérieurs. Voilà. Donc, ce sont ces résultats que nous avons obtenus et que nous avons présentés lors de ce panel. Alors, contrairement au professeur Bengossila, vous êtes dans l'urgence, vous préconisez une mise en œuvre rapide d'une monnaie commune, contrairement à lui qui
espère que les conditions préalables doivent être mises, notamment au niveau du fédéralisme politique, si je ne me trompe pas. Pensez-vous de cet aspect-là aussi? Alors, il a raison. Je ne prendrai pas le contre-pied de son analyse, mais ce que je voudrais mettre en avant est que actuellement, je reconnais qu'il y a des difficultés économiques. Ça, nous le reconnaissons tous qu'il y a des préalables qui doivent être effectivement réglés avant de mettre en place la monnaie éco. Maintenant, est-ce qu'il faudrait continuer à attendre le temps que tous ces préalables-là soient réglés? Alors que nous sommes lancés déjà dans une dynamique d'intégration économique qui est déjà en cours. Même si dans le processus, il y a des difficultés, effectivement, qui sont notées dans le respect des critères de convergence. Donc, est-ce qu'il faut continuer à attendre? Alors, vous savez, pour bien réussir la monnaie unique, il y a un préalable qui est extrêmement important. C'est l'intégration financière et l'intégration commerciale. Ce sont ces deux combinés qui pourraient permettre à nos pays de pouvoir avoir un système productif très dense. Vous savez pourquoi le fait d'avoir un système productif est important dans le cadre de la CEDEAO? C'est que ça pourrait, une fois que nous mettrons en place l'éco, cette monnaie éco sera crédible, bénéficiera d'une certaine crédibilité. Sinon, qu'est-ce qui se passera si nous ne réglons pas ces préalables-là et que nous mettons en place donc la monnaie, là, effectivement, il pourrait y avoir des conséquences après. Maintenant, il faut arbitrer. Il y a un arbitrage qui est là. Nous reconnaissons tous qu'il y a des difficultés économiques dans le cadre de nos pays. Déjà, dans le cadre des pays de la CEDEAO, à quelques exceptions près, toutes les sources de financement interne ne fonctionnent pas. Vous prenez l'épargne nationale, elle est insuffisante. Vous prenez le commerce, vous voyez que le commerce intra-régional au niveau de la CEDEAO est très faible. Vous prenez le solde budgétaire, vous voyez qui est également faible. Donc, eu égard à toutes ces difficultés, moi je prône pour qu'on puisse se lancer, tout en reconnaissant qu'il y a des difficultés. Et si on mettrait en place la monnaie unique, cela allait pousser nos pays à faire des efforts pour respecter ces critères de convergence. Et cela pourrait nous permettre maintenant de parachever cette dynamique d'intégration qui est déjà en cours. Sinon, qu'est-ce qui risquera de nous arriver? Parce qu'actuellement, ils ont considéré l'horizon 2027 pour mettre en place l'éco. Mais vous verrez que la mauvaise volonté politique fera que même 2017, c'est sûr que le projet ne sera pas 2027. Oui, c'est le prochain horizon qu'ils ont défini pour mettre en place l'éco. Mais vous verrez que je suis sceptique quant à la mise en place donc de cette monnaie éco. Parce qu'il y a une mauvaise volonté politique. Maintenant, nous reconnaissons qu'il y a des difficultés, mais il faut se lancer. Si on se lance maintenant, ça allait nous permettre d'accélérer le processus et exhorter tous les pays au respect maintenant de ces critères de convergence. Vous savez, pour avoir une monnaie crédible, je le soulignais tantôt, il y a le système productif, mais également, surtout, la maîtrise surtout de l'inflation. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'inflation, qu'est-ce qui va se passer? La valeur de la monnaie va ipso facto chuter. C'est pour cela, actuellement, la configuration actuelle, il y a deux critères de convergence qui posent le plus de problèmes dans nos pays. C'est la maîtrise de l'inflation, surtout pour les pays de la ZMAO. Et autre chose, c'est le déficit budgétaire. Souvent, beaucoup de pays peinent à respecter ces deux critères. C'est pour cela je suis pour que l'on se lance dans la mise en œuvre de la monnaie éco, mais il faudrait veiller au respect de ces critères de convergence, surtout les deux que je viens de citer. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? On n'aura pas une crédibilité. On mettra en place l'éco, mais l'éco ne sera pas crédible. Vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe? La principale conséquence
d'une monnaie qui n'est pas crédible et que tous les agents économiques voudront se débarrasser de votre monnaie. Personne ne voudra détenir votre monnaie. C'est l'une des conséquences d'avoir une monnaie qui n'est pas crédible. Vous voyez. Donc c'est quelques mots que je voulais partager avec vous.